Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur ma chaîne YouTube Emmanuel Salomon, également sur les réseaux sociaux avec mon nom Emmanuel Salomon. Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Causerie politique, on va aborder la question de la discrimination au sein. Une discrimination est un traitement inégal et défavorable appliqué à certaines personnes en raison de certains critères prohibés par la loi et dans un domaine visé par la loi. En 2015, les critères prohibés sont au nombre de 20. En voici la liste: l'origine, le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, la situation de famille, la grossesse, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap, l'identité sexuelle et enfin le lieu de résidence. Pour être considérée comme discriminatoire, la distinction doit concerner un des domaines suivants: l'accès à l'emploi, l'accès au logement, l'accès aux biens et services ou encore à l'éducation et la formation. La discrimination juridiquement répréhensible possède plusieurs formes. Une forme directe et une forme indirecte. La forme directe est constatée lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre, ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Cette discrimination est visible. La forme indirecte est une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes. Cette forme de discrimination n'est pas visible, mais implicite. La discrimination peut éventuellement prendre la forme d'un harcèlement discriminatoire. C'est un comportement qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne lorsque ce comportement est lié à un des critères prohibés. L'effet peut être aussi de créer un environnement intimidant, dégradant ou humiliant. Enfin, la discrimination punie par la loi peut aussi avoir l'aspect de rétorsion lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure discriminatoire pour s'être plainte de discrimination ou pour avoir témoigné sur de tels faits. Ou encore d'injonction lorsqu'il est demandé à quelqu'un d'avoir un comportement discriminatoire. Vous l'avez compris, dans les cas précédents, la discrimination est punie par la loi car c'est un délit. En revanche, il existe des discriminations admises par la loi. Celles justifiées par une caractéristique particulière, être une femme par exemple pour un défilé de robe de mariée, comme on en parlera plus loin, ou encore légale, comme être français pour exercer un métier dans l'armée française. Il y a donc bien lieu de différencier les idéologies comme le racisme, le sexisme, l'homophobie, qui sont des systèmes de théories et de croyances individuelles ou collectives sous forme de pensée ou de propos, mais sans acte réel, d'une discrimination qui est un acte posé. Discrimination, il est préalablement nécessaire de la mettre en lien avec le principe d'égalité. Elle ne se pose donc qu'à partir de la Révolution française de 1789. En effet, le 26 août 1789 est votée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Selon son article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Aujourd'hui, cette déclaration conserve une importance fondamentale. Elle a acquis une valeur constitutionnelle. Cela implique que les pouvoirs et les institutions publiques, notamment le législateur, sont tenus de veiller au respect de ces droits et notamment au respect du principe d'égalité. Par ailleurs, le sens donné à cette égalité a progressivement évolué. D'une égalité conçue de manière strictement juridique en 1789
nous sommes maintenant face à un principe que l'on comprend aussi de manière sociale. La législation française reflète cette évolution. Ainsi, le législateur adopte de manière régulière des lois destinées à lutter contre les discriminations à l'encontre de certaines catégories ou certains groupes de personnes. Historiquement, la lutte contre les discriminations a commencé en faveur des femmes pour leur garantir une égalité de droits dans la sphère familiale, mais aussi un égal accès au milieu professionnel, à la formation. Plus largement, leur permettre d'accéder à certaines fonctions ou responsabilités de la même manière que les hommes. Cette lutte a un fondement constitutionnel. Le préambule de la Constitution de 1946 précise que la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Prenons l'exemple du milieu professionnel. Le législateur va intervenir de manière ponctuelle dès les années 60. Toutefois, la question ne sera envisagée de manière globale qu'au début des années 80. La loi Roudy, adoptée le 13 juillet 1983, vise à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui travaillent en entreprise. Cette loi sera actualisée et renforcée par la loi Génisson du 9 mai 2001. Signalons que la question de la parité homme-femme est maintenant appréhendée aussi en matière politique. Le 8 juillet 1999, une révision constitutionnelle ajoute à l'article 1 de la Constitution de 1958 la disposition suivante. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. La Constitution de 1958 donne également un fondement à la lutte contre les discriminations raciales. Son article 1er dispose que la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Toutefois, le législateur n'est intervenu en la matière qu'au début des années 70. La loi du 1er juillet 1972, la loi Pleven, relative à la lutte contre le racisme, la loi Guesso du 13 juillet 1990 reprend ce dispositif. Son article 1er rappelle que toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite. Les discriminations raciales sont considérées comme des infractions pénales et, à ce titre, sont passibles de sanctions. La politique d'intégration des personnes handicapées est un autre aspect de la lutte contre les discriminations. Elles sont fondées sur la solidarité nationale. Le principe de non-discrimination doit guider l'action du législateur. C'est la loi du 30 juin 1975, loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, qui fixe le cadre juridique de l'action des pouvoirs publics. Depuis 2005, la politique d'intégration des personnes handicapées a été refondue et le législateur continue d'intervenir de façon régulière en la matière. Signalons aussi que le 11 décembre 2014 s'est tenue une conférence nationale du handicap. Une série de mesures touchant de nombreux aspects du handicap ont été annoncées, autant en matière scolaire que d'emploi. La lutte contre les discriminations est également un enjeu européen. La Convention européenne des droits de l'homme, adoptée en 1950 et entrée en vigueur en 1953, a pour but de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle judiciaire du respect des droits individuels. Elle pose le principe d'interdiction de discrimination en son article 14. Pour permettre l'effectivité de ce contrôle, la Convention a institué la Cour européenne des droits de l'homme. Toute personne s'estimant victime d'une violation de la Convention peut la saisir afin de recevoir une indemnité, pourvu que son état de résidence le lui permette. Par ailleurs, la Commission européenne prend également des directives visant à lutter contre les discriminations. Elle en exige la transposition par les États membres de l'Union européenne.
Le terme discriminer vient du latin discriminis qui signifie séparer. Appliqué au monde social, la discrimination s'applique à des comportements qui marquent une différence, qui distinguent certains individus ou certains groupes d'individus par rapport à d'autres. Comme cela a été explicité auparavant, cette différenciation s'effectue sur la base de stéréotypes, de stigmates ou de préjugés. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de discrimination, on sous-entend que cette différenciation a pour conséquence un traitement injuste, défavorable ou négatif de l'individu. À l'origine, pourtant, le terme est relativement neutre et désigne toute forme de séparation ou de distinction, qu'elle soit jugée positive ou négative. On appelle discrimination l'application d'un traitement à la fois différent et inégal à un groupe ou à une collectivité en fonction d'un trait ou d'un ensemble de traits, réels ou imaginaires, socialement construits comme marque négative ou stigmate. La discrimination repose donc sur des faits, des traitements, qui ont des conséquences dans la réalité pour les individus ou le groupe d'individus discriminés. Par exemple, refuser d'embaucher une personne obèse à cause de son physique constitue une discrimination. Ce refus a pour conséquence directe d'empêcher la personne d'accéder à ce travail. La discrimination suppose donc un traitement spécifique appliqué au groupe ou à l'individu discriminé. Cela exclut a priori les théories, idéologies et autres formes de pensée du champ de la discrimination. Le racisme, soit la théorie selon laquelle il existe différentes races d'individus et que ces races peuvent être classées sur une échelle de valeurs. Même si le racisme entraîne bien souvent des discriminations, par exemple discrimination à l'embauche pour des minorités ethniques, le racisme ne peut être qualifié de discrimination. Il faut qu'il se transcrive dans le fait, qu'il s'incarne dans un traitement pour donner lieu à une discrimination. Par exemple, l'utilisation du critère de l'origine ethnique pour sélectionner des candidats à un concours constitue une discrimination, alors que le fait de prétendre, écrire ou publier que les individus de telle origine ethnique doivent se voir refuser l'accès à une fonction n'en est pas une, c'est du racisme. La discrimination, sur le plan juridique, suppose une égalité de droits préalablement établie par la société entre les individus. Il faut que l'ensemble des individus aient les mêmes droits pour que surgissent des discriminations dans cet accès aux droits. Dans la définition juridique de la discrimination, le traitement réservé aux groupes discriminés doit être perçu comme non légal. Ainsi, et aussi étrange que cela puisse paraître, à l'origine des discriminations, il y a le postulat d'une égalité entre les individus au sein de la société et une reconnaissance mutuelle d'individu à individu. On peut ainsi noter que le concept de discrimination, tel qu'il est usité aujourd'hui, soit dans sa forme négative, apparaît dans les années 50, à peu près au même moment où est adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Par ailleurs, la discrimination suppose, premièrement, une relation de pouvoir entre deux ou plusieurs personnes. L'acte discriminatoire est possible parce qu'il y a une confrontation entre deux individus et que l'un d'eux établit une hiérarchie, une séparation sur la base de critères illégitimes. La discrimination des personnes naît de l'interaction, elle se constitue dans les rapports interindividuels. Deuxièmement, la discrimination nécessite, au préalable, la reconnaissance de l'autre comme porteur de caractéristiques sociales et morales. Il y a un aspect moral dans la question des discriminations, qui fait que la discrimination est traduite parfois en termes de non-respect. Pour Axel Honneth, la discrimination est un déficit de reconnaissance ou une pathologie de la reconnaissance. La discrimination, c'est donc la différence entre une égalité formelle, celle que nous offrent les droits de l'homme, et une inégalité réelle vécue dans le contact avec autrui, l'institution ou la personne, et dans la négation du semblable, ce qu'on appelle le déni de reconnaissance. La discrimination peut être directe. Mettre à pied un individu après avoir été informé qu'il est porteur du VIH est une discrimination directe. Elle peut être indirecte. Lorsque la situation discriminatoire découle de l'application uniforme d'une norme, d'une politique, d'une règle ou d'une pratique, neutre à première vue, ayant néanmoins un effet discriminatoire auprès d'un individu ou d'une catégorie d'individus, en leur imposant des obligations, des peines ou des conditions restrictives que l'on n'imposerait pas à autrui. Par exemple, l'interdiction des animaux domestiques dans certains lieux publics pose problème aux personnes aveugles ou à motricité réduite étant accompagnées d'un chien guidant.
la discrimination indirecte affecte la réalité des personnes ou des groupes d'individus concernés. La discrimination peut être aussi systémique. La discrimination systémique découle de la reconnaissance de l'existence de déséquilibres socio-économiques ou d'inégalités sociales qui sont historiquement constituées. Les discriminations systémiques sont donc constituées par les processus qui produisent et reproduisent les places sociales inégalitaires en fonction de l'appartenance à une classe, une race ou un sexe. Cette appartenance pouvant être réelle ou supposée. Même si les discriminations se manifestent par des actes individuels, elles ont un soubassement dans le fonctionnement du système social. Autrement dit, la discrimination systémique n'est pas seulement le fruit de mentalités ou de valeurs racistes, mais le résultat de l'interaction de diverses pratiques sociales qui sont racialement discriminatoires. Aujourd'hui, la société est confrontée à tout un ensemble d'individus et de groupes d'individus qui se voient discriminés au sens de se voir appliquer des traitements particuliers. Cette discrimination a pour conséquence des possibilités différenciées d'accès au travail, à l'éducation, à la santé, à l'épanouissement, etc. L'analyse de ces discriminations, sur le plan sociologique, est le produit d'un tiraillement entre objectivité d'une mesure, qu'elle soit abstraite et mathématique, d'une règle ou d'une loi, et la subjectivité d'un sentiment d'injustice. Le terme de stéréotype renvoie le plus généralement à l'idée d'une image toute faite à l'égard d'autrui. Ce sont des représentations que tout un chacun porte sur des individus ou des groupes d'individus. Par exemple, les Italiens sont souvent représentés comme étant des personnes faisant de grands gestes lorsqu'elles s'expriment. On dit même qu'ils parlent avec leurs mains. Quand on évoque les Russes, c'est l'image de personnes portant des chapeaux de fourrure munis de parties rabattables pour protéger les oreilles du froid, les chapkas, et buvant de la vodka qui nous vient à l'esprit. Puis, si l'on prend un exemple courant dans le monde professionnel, il est dit que les hommes sont ambitieux et à la recherche de pouvoir, tandis que les femmes sont perçues comme soucieuses de la vie de famille et peu disponibles. Globalement, les stéréotypes reposent sur une généralisation abusive, rigide et erronée de la réalité. Néanmoins, ce sont des représentations que nous avons tous. Elles nous permettent non seulement de nous représenter le monde, mais ce sont également des outils qui servent aux acteurs pour orienter leur comportement. En effet, si l'on prend l'exemple de la façon dont chacun se comporte face à des hommes en uniforme, on comprend que l'on agit sur les bases d'une typologie composée par nos représentations. Si nous sommes donc tous, en quelque sorte, pris dans les stéréotypes, ces derniers ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. En fait, nous ne percevons pas tous autrui de la même manière, et cela dépend des images ou des représentations que les individus intériorisent tout au long de leur vie. D'abord, les premières représentations qu'un individu va développer à propos du monde qui l'entoure dépendent de l'entourage familial. Par exemple, si la division sexuée des tâches est particulièrement marquée au sein de son foyer de vie, il y a de fortes probabilités pour que l'enfant intègre cette distribution des rôles comme étant normale. Il pensera alors que c'est à maman de faire la vaisselle et à papa de réparer l'étagère à laquelle il manque une vis. Ensuite, certaines des représentations peuvent également être véhiculées par l'école ou les médias. Par exemple, en 2015, une étude du centre Hubertine Auclair s'est intéressée à 22 manuels de CP édités entre 2008 et 2015. Les chercheurs ont observé que les personnages pratiquant une activité sportive sont des hommes à 67% et des femmes à 33%. Que ceux faisant la cuisine ou le ménage sont des femmes à 70% et des hommes à 30%, et que ceux ayant un métier scientifique sont des hommes à 97% et donc des femmes à 3%. Enfin, plus généralement, il ne faut pas négliger l'influence des groupes de pairs dans l'adoption de telle ou telle image d'autrui. En effet, un individu cherchant à se rapprocher d'un groupe particulier aura tendance à adopter ses manières de voir. C'est notamment ce que l'on peut observer dans la formation des idées politiques. Le film This is England est un très bon exemple à cet égard. Il nous montre le parcours du jeune Sean, souffre-douleur de sa classe, qui va se lier d'amitié avec des skinheads. En somme, il faut donc retenir que la formation des représentations du monde qui nous entoure, et plus généralement les représentations d'autrui, sont le fruit d'un apprentissage qui se déroule au cours de la vie des individus.
En outre, ces représentations portent toujours sur les attributs relatifs à des personnes ou à des groupes d'individus. D'abord, ces attributs peuvent être physiques ou moraux. Par exemple, on parlera d'attributs physiques pour la couleur de peau ou concernant un handicap moteur parce qu'ils engagent la corporéité des individus. Et on parlera d'attributs moraux dans le cas de personnes gays ou ayant purgé une peine de prison, car ils se rapportent à des principes de conduite considérés comme relevant du bien ou du mal selon une époque et une société donnée. Ensuite, il faut remarquer que les différents attributs dont sont porteurs les individus peuvent être également visibles ou invisibles. Ainsi, on parlera d'attributs visibles concernant la couleur de peau ou un handicap moteur, et on parlera d'attributs invisibles au sujet d'une maladie sans signe extérieur apparent, comme par exemple un cancer avant sa prise en charge médicamenteuse, ou concernant une condamnation en justice, que ce soit à une simple amende ou à une peine de prison. Par ailleurs, qu'ils soient physiques ou moraux et visibles ou invisibles, ces attributs peuvent venir influencer les attentes adressées à l'individu qui en est porteur. On parle alors d'un stigmate, à partir duquel les individus peuvent être déclassés, comme par exemple dans le cas du refus d'un prêt pour cause de cancer, ou surclassés, comme par exemple dans le fait d'être choisi pour un emploi en raison de sa couleur de peau ou de son sexe, et non en fonction de ses compétences. Erving Goffman nous raconte par exemple une anecdote intéressante à ce sujet. Un jour, dans un restaurant d'Oslo, un homme infirme est descendu de son fauteuil roulant pour monter un escalier. Quand il commença à escalader, les garçons se précipitèrent à sa rencontre. Ce n'était pas pour l'aider, mais pour lui signifier qu'il ne pouvait pas servir un homme comme lui, parce que les gens venaient dans ce restaurant pour se divertir et non pour se sentir déprimés à la vue d'un infirme. Plus globalement, cela renvoie à la façon dont tel ou tel attribut est apprécié par les individus ou les groupes sociaux en présence dans une situation particulière. Par exemple, un individu à la peau blanche se trouvant au milieu d'un marché à Dakar est rapidement perçu comme un touriste ayant de l'argent à dépenser. Et ceci même si la personne en question est expatriée et habite dans le pays depuis de nombreuses années. Un tel cas de figure permet tout d'abord d'insister sur le fait que les stéréotypes renvoient à une caractéristique fondamentale de l'activité humaine, qui est la classification. En fait, quand il perçoit le monde qui l'entoure, tout individu procède à un regroupement des êtres en fonction de leurs attributs, mais aussi selon les catégories fondées sur des ressemblances et des différences. Aujourd'hui, au Sénégal, le blanc est bien souvent un touriste et c'est en ce sens que notre expatrié traversant un marché sera assimilé comme tel. Ensuite, cet exemple permet également de préciser qu'un stigmate est nécessairement relationnel. Non seulement il se fonde sur des représentations ayant été intériorisées par les individus, à Dakar le blanc est un touriste, mais aussi et surtout, il prend un sens particulier en relation avec une situation. Si l'homme à la peau blanche est perçu comme étant un individu ayant de l'argent à dépenser, ce n'est pas uniquement en raison de sa couleur de peau, c'est également en raison de sa présence dans un marché, lieu de vente par excellence, qu'un ou plusieurs vendeurs vont s'adresser à lui avec insistance. Ainsi, on comprend que les attributs des individus et leurs situations dans lesquelles ils sont engagés ont une influence sur le comportement d'autrui. On a alors affaire à des préjugés. Les préjugés diffèrent des stéréotypes dans la mesure où ils ne relèvent pas uniquement des représentations à travers lesquelles nous représentons le monde environnant. Il s'agit plutôt des attitudes qui en sont tributaires. Ainsi, les préjugés renvoient à la transformation du comportement des individus et interviennent en situation. Ils ont donc des effets sur les relations sociales et ce qu'elles produisent. D'une part, ces effets peuvent être négatifs et c'est en ce sens qu'il convient de lutter contre les stéréotypes et les préjugés. En effet, une représentation erronée de tel ou tel groupe social peut donner lieu à de la défiance et être à l'origine de tensions sociales. C'est par exemple le cas de controverses liées à l'annonce de la création de centres d'accueil pour les migrants. Mais les préjugés peuvent également légitimer des situations de domination. On peut l'observer en analysant la mise en place de politiques racistes qui trouvent les conditions de leur existence dans la présomption d'un danger encouru par certains face au développement d'une autre population.
D'autre part, ce versant négatif possède aussi son corollaire positif. Il ne faut pas négliger le fait que les stéréotypes peuvent aussi avoir des fonctions constructives. En effet, ils interviennent dans le maintien de la cohésion interne des groupes sociaux et dans la consolidation de l'identité des individus qui y appartiennent. À cet égard, on peut notamment penser aux communautés qui réaffirment certains stéréotypes pour défendre leurs particularités et éviter leur disparition. Par exemple, durant une manifestation qui s'est déroulée à Melbourne le 19 mars 2015 contre la fermeture des villages aborigènes de l'ouest de l'Australie, on pouvait voir des participants avec des pancartes sur lesquelles était écrit « Nous cultivons notre terre, mais d'une manière différente de l'homme blanc. Nous nous efforçons de vivre avec la terre, tandis qu'il s'évertue à vivre d'elle. » Les stéréotypes et préjugés ont donc un caractère ambivalent qu'il est nécessaire de garder à l'esprit afin de lutter au mieux contre toutes les formes de discrimination. Mais encore faut-il savoir ce qui est en fait et en quoi consiste une discrimination. Et je voulais savoir ce que tu en penses. Oui, alors je me suis renseignée. Donc visiblement, ça fait 5 ans que l'entreprise fait de très grosses marges. Donc au vu de mes 3 ans d'expérience, des logiciels que je maîtrise, des 4 langues que je parle couramment, dont 2 rares, le chinois et le russe, je me dis que je peux leur demander le remboursement de mes frais téléphoniques, y compris perso, la prise en charge de mes frais de représentation, 2 séminaires de formation par an, 15% de mon salaire en bonus si j'atteins mes objectifs et 20 si je les dépasse, et 38 à 40 000 euros. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. De toute façon, ce job, je le veux et je l'aurai. Merci Madame Villemin pour ces échanges sur votre expérience et vos compétences. Votre profil est vraiment très intéressant. J'ai vu dans votre CV que vous étiez mariée. C'est bien. Oui. Vous désirez certainement des enfants? Oui. Nos collaboratrices ont leurs enfants bien plus tard que la moyenne afin de s'investir totalement dans la famille de l'entreprise. Est-ce que vous adhérez complètement à cette philosophie? Oui. Pas de doute. Non. Je ne vous cache pas que ce poste de Chef de produit marketing. demande un investissement total. Nos collaboratrices doivent s'investir à 100%. Être cadre, et je parle en connaissance de cause, sous-entend une disponibilité totale, hein, donc pas d'horaire. Les réunions le soir, le mercredi après-midi sont fréquentes. Donc donner priorité à sa vie professionnelle est un atout majeur, hein, pour une future embauche. Vous comprenez? Oui. En même temps, au vu de toutes les qualités que vous énumérez dans votre CV, nous sommes en mesure de vous proposer un poste qui vous correspond complètement. Celui de RH adjointe. C'est un poste qui demande de la précision, de la diplomatie, voire de l'empathie. Il faut savoir convaincre et en même temps faire le dos rond quand cela est nécessaire. Ce sont des qualités très très importantes pour ce type de poste. Et je ne doute pas de la capacité. Mais j'ai candidaté pour le poste de chef produit marketing. Mais oui, Madame Villemin, nous sommes d'accord. Mais ce poste de RH adjointe est une opportunité pour vous très importante. Je vous invite à y réfléchir. Et puis pensez à votre vie familiale, Madame Villemin. Allez, nous vous donnons quelques jours pour prendre votre décision, ne tardez pas. D'autres attendent à la porte. Oui. Et ils sont nombreux. Oui, ça va. Au revoir. Merci, Au revoir, madame. Villemin. Au revoir. Une femme, lors d'un entretien d'embauche, est interrogée sur des questions qui n'ont pas de lien direct avec l'emploi occupé et elle s'estime victime de discrimination. Cette situation, elle peut se rencontrer lors de l'embauche, bien sûr, mais également à toutes les étapes de la vie professionnelle. Le candidat ou le salarié va alors souhaiter faire reconnaître son statut de victime et obtenir la condamnation de son employeur. Que doit-il faire ? Quelles sont les étapes entre la sensation d'être victime de discrimination et la reconnaissance juridique de celle-ci? On peut identifier 4 étapes et donc 4 questions à se poser. Tout
Tout d'abord, y a-t-il juridiquement une discrimination? Ensuite, s'il y a discrimination, comment la prouver? Une fois qu'on a les éléments de preuve, qui peut agir en justice? Et enfin, quelles sont les sanctions en cours? Première étape donc, y a-t-il vraiment discrimination? Une discrimination, on l'a déjà dit, est une décision fondée sur un critère illicite. Et dans les relations de travail, il y a évidemment les 20 critères déjà énumérés, mais il y a aussi certaines actions dont l'employeur n'a pas le droit de tenir compte. Par exemple, le fait de participer à un mouvement de grève, de témoigner en justice en faveur d'un collègue, de dénoncer un crime ou un délit commis par un supérieur, ou encore même le fait de refuser de travailler le dimanche. Mais surtout, en droit du travail, une décision motivée par un de ces critères n'est pas toujours une discrimination. L'employeur a parfois le droit de vous recruter en tenant compte de votre sexe ou de votre âge, ou de vous licencier parce que vous êtes malade. Certes, ces situations doivent demeurer exceptionnelles, mais elles existent, et il est donc difficile de tracer la frontière entre le licite et l'illicite. La règle figure dans un chapitre du Code du travail intitulé « Différence de traitement autorisé ». La formule est un peu complexe et, pour simplifier, disons que certains critères ne sont pas discriminatoires car ils correspondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour occuper l'emploi. Prenons un exemple. Un couturier organise un défilé de robes de mariée. Pour recruter les mannequins, il peut tenir compte de leur sexe et donc n'embaucher que des femmes pour porter des robes de mariée. Ça paraît une évidence. Ce n'est pourtant pas si simple. Et c'est sur cette possibilité ou non d'invoquer une exigence professionnelle déterminante que vont se cristalliser les débats. En particulier, la question centrale est de savoir si les exigences de la clientèle peuvent ou non être une exigence professionnelle déterminante. Il y a ici un risque évident de maintenir des stéréotypes ou des préjugés. Partons de plusieurs exemples. Un salarié, prénommé Mohamed, est recruté. Mais son employeur lui demande de changer de prénom et de s'appeler Laurent parce qu'il existe d'autres salariés qui s'appellent Mohamed. L'employeur explique qu'il veut que le salarié change de prénom pour éviter des confusions auprès de la clientèle. Autrement dit, sa décision ne repose pas, semble-t-il, sur un préjugé raciste. Il est légitime que le client ne se trompe pas d'interlocuteur. Mais pourtant, la décision est bien discriminatoire. Le moyen choisi n'est pas proportionné au but recherché. Il aurait au moins fallu laisser le salarié choisir son prénom professionnel, propre à éviter la confusion des clients. En imposant le choix du prénom Laurent, l'employeur prend une mesure excessive et donc discriminatoire. Mais ce n'est pas parfois si simple. Prenons un autre exemple. Une entreprise de lingerie féminine qui doit recruter une personne au poste de conseiller vendeur. Sa mission consiste à aider les femmes à s'habiller en cabine, à donner son avis aux clientes. L'employeur peut-il réserver ce poste à une femme en invoquant les exigences de la clientèle? Est-on encore dans le préjugé? Ou existe-t-il une exigence professionnelle déterminante? On peut faire le parallèle avec le métier de sage-femme. La Cour de justice européenne a rappelé qu'il fallait éviter les stéréotypes et que l'emploi de sage-femme peut parfaitement être occupé par un homme. Cette question des exigences de la clientèle est au cœur d'affaires délicates, telles que le port d'un signe religieux. Une femme est recrutée comme ingénieure. Elle porte un voile. Et l'entreprise respecte ce choix. Mais elle est amenée à travailler chez des clients. Et l'un de ses clients explique à l'employeur qu'il est hors de question que cet ingénieur revienne travailler dans ses locaux avec ce voile. La question est la suivante. Le souhait du client peut-il être considéré comme une exigence professionnelle déterminante? La Cour de cassation française n'a pas répondu à cette question et en 2015 a demandé l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne. Ces questions mettent en évidence les difficultés de lutter contre les discriminations. Il y a parfois une opposition entre la loi du marché et les droits fondamentaux. Doit-on admettre que dans certains cas, le souhait du client, dans une économie de marché, l'emporte sur les droits fondamentaux? Si un homme est vendeur dans un magasin de lingerie, il y a de fortes chances que les clientes aillent dans le magasin d'en face. Doit-on au contraire
écarter tous les souhaits de la clientèle des justifications recevables. De cette manière, on lutte contre les préjugés de manière efficace et surtout, on évite une rupture de concurrence entre les entreprises. Il n'y aurait pas d'un côté les entreprises qui privilégient les clients et de l'autre les entreprises qui respectent les droits fondamentaux des salariés. Toutes devraient les respecter. Pour prendre un dernier exemple, on peut citer une affaire grecque. En l'espèce, un employeur avait licencié un salarié séropositif en raison de la pression de la majorité des salariés de l'entreprise qui exigeaient son départ. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le salarié avait bien été victime de discrimination, car le juge grec n'avait pas expliqué pourquoi les intérêts de l'employeur devaient l'emporter sur ceux du salarié. Deuxième étape. Comment prouver la discrimination? La preuve d'une discrimination en droit du travail est simplifiée. Il y a ce qu'on appelle un partage de la preuve. Le salarié doit apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Autrement dit, il doit faire naître un doute en apportant des témoignages ou des documents, tels que des bulletins de salaire. Pour réunir ces éléments de preuve, le salarié peut demander l'aide de l'inspecteur du travail ou du défenseur des droits. Et si le salarié ne dispose pas d'éléments de preuve suffisants, il peut également saisir le juge des référés. Celui-ci pourra éventuellement ordonner à l'employeur de communiquer les documents nécessaires. Au vu de ces éléments, l'employeur doit ensuite prouver que sa décision n'est pas discriminatoire, mais qu'elle repose sur des éléments parfaitement objectifs. Par exemple, il va prouver qu'une femme n'a pas eu sa promotion car elle est moins compétente que son collègue masculin. Le juge va enfin former sa conviction au regard de l'ensemble de ces éléments et s'il n'est pas convaincu par les arguments de l'employeur, il pourra reconnaître la discrimination. Troisième étape. Qui peut agir en justice pour faire condamner la discrimination? Bien entendu, la victime peut elle-même saisir le conseil des prud'hommes, mais la démarche est difficile. Aussi d'autres personnes peuvent intervenir. Le délégué du personnel, il peut saisir le juge dans le cadre de son droit d'alerte. Les syndicats représentatifs ou certaines associations peuvent également engager l'action à la place du salarié. Celle-ci, ce salarié ne sera alors pas obligatoirement présent lors du procès. Enfin, il faut préciser que le projet de loi sur la justice du XXIe siècle, porté par Madame Taubira, entend favoriser davantage encore la lutte contre les discriminations en permettant ce qu'on appelle les actions de groupe. L'idée est simple. Lorsque plusieurs personnes pensent être victimes de la même discrimination émanant de la même personne, du même employeur, alors elles pourront s'adresser à certaines associations ou aux syndicats représentatifs. Ceux-ci engageront l'action et le juge identifiera puis indemnisera toutes les victimes. Quelles sont les sanctions de la discrimination? Au plan civil, la sanction est simple. La décision discriminatoire est nulle. Autrement dit, la décision est censée n'avoir jamais existé. Le salarié peut ainsi demander à être réintégré. Les conditions antérieures de travail doivent être rétablies. En cas de ralentissement de carrière, il est possible d'envisager une reconstitution de celle-ci avec obligation d'attribuer la rémunération correspondante. Mais le salarié a peut-être quitté l'entreprise et il peut préférer demander le versement de dommages-intérêts. Reste que parfois, l'annulation de la mesure n'a pas de sens. Reprenons la scénette du départ. Une femme n'est pas embauchée pour des raisons discriminatoires. Annuler un refus d'embauche n'a pas de sens. La victime n'obtiendra pas un emploi. Dans ce cas de figure, elle ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi, c'est-à-dire la perte de chance d'obtenir un emploi. Reste alors sans doute à lui donner un conseil pragmatique. Lors d'un entretien d'embauche, le candidat doit répondre de bonne foi aux questions pertinentes qui lui sont posées. En revanche, il n'est pas obligé de répondre, ou même plus simplement il peut mentir lorsque la question posée est discriminatoire. En aucun cas son mensonge ne pourrait lui être reproché par la suite. Aujourd'hui, en 2020,
la société est confrontée à tout un ensemble d'individus et de groupes d'individus qui se voient discriminés, au sens de se voir appliquer des traitements particuliers. Cette discrimination a pour conséquence des possibilités différenciées d'accès au travail, à l'éducation, à la santé, à l'épanouissement, etc., etc. L'analyse de ces discriminations sur le plan sociologique, comme cité le thème de cette émission aujourd'hui, c'est une émission qui se passe tous les mercredis via ma chaîne YouTube Kosi Politique, d'où on a parlé aujourd'hui, on a abordé la question de la discrimination au sens sociologique. Eh bien, l'analyse de cette discrimination sur le plan sociologique est le produit d'un tiraillement entre objectivité d'une mesure abstraite et mathématique, d'une règle ou d'une loi, et la subjectivité d'un sentiment d'injustice. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, pour une autre émission. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous le demande de le faire si c'est nécessaire pour vous. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour pouvoir alerter dès ma prochaine vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, le sujet dont je vous ai présenté aujourd'hui, je vous demande de me donner un like. Et on peut aussi continuer à discuter sur la discrimination sur le plan sociologique et juridique. Et en commentaire, n'hésitez pas à le faire. Je vous donne rendez-vous. Je suis très content d'avoir été avec vous aujourd'hui pour vous parler de la discrimination au sens sociologique. Je vous donne rendez-vous à bientôt. Inch'Allah. Amwalaye Aïgogo. Bang, 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 goodbye. ¿Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar la suya?